BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Étienne Guérin vient de nous rejoindre. Bonjour Étienne. Bonjour Cédric. Le patron de Practice. Il y a quelques mois, vous nous éclairiez sur les pièges éventuels que l'on pouvait avoir si on choisissait d'aller faire un achat immobilier à l'étranger. Et aujourd'hui, vous vouliez nous emmener toujours, entre guillemets, enfin, regardez toujours du côté de l'international, mais pour tous ceux qui ont une carrière, qui auraient ou qui voudraient avoir une carrière à l'international, il y a des précautions à prendre, c'est ça ? Plusieurs précautions à prendre effectivement, parce que on le sait, sur la période estivale, c'est plutôt propice aux mutations professionnelles qui peuvent se faire soit d'une ville à une autre, soit en France, soit même hors France. Et lorsqu'il s'agit effectivement de s'expatrier, il va tout de même falloir raisonner sur des points que ce soit juridiques, fiscaux, financiers. On va pouvoir le regarder effectivement. On a une idée justement de combien de Français, entre guillemets, sont expatriés ? Alors on a un registre qui existe des Français qui sont installés à l'étranger. On estime qu'on est sensiblement sur 1 700 000 personnes installées à l'étranger. Mais en réalité, l'INSEE a republié fin 2014 une étude statistique pour préciser que parmi ces Français qui étaient inscrits, certains ne l'étaient pas. Ah, d'accord. Et oui, on a les binationaux, par exemple. On a des retraités, éventuellement, qui vivent à l'étranger. Ou alors, on a des personnes qui vont s'installer, qui ne s'inscrivent pas sur ce fichier. En réalité, on est plus près des 3 millions de Français vivant hors France. Ça fait déjà pas mal. Il y a une proportion de quoi ? De justement plus de retraités, plus d'actifs ? Plus d'actifs, étonnamment. Alors, on a des focus, bien sûr, sur les retraités qui partent vivre notamment au Portugal pour des raisons fiscales. D'accord. C'est bien. Mais quand on prend la tranche 18-60 ans, ça représente en réalité plus de 60% des personnes s'expatriant. Sur les programmes, par exemple, d'études Erasmus. Mais quand on prend maintenant réellement les actifs 25-60 ans, c'est plus de la moitié. Donc on a vraiment des gens qui ont des carrières internationales aujourd'hui. Bon, donc vous avez évoqué rapidement le cas du Portugal et des retraités, c'est vrai, mais justement, on a des préférences géographiques ? On a des préférences géographiques qui sont complètement marquées. L'Union européenne, ou alors même l'Europe hors Union européenne, là aussi c'est plus de la moitié des Français qui s'expatrient. Ça c'est le premier point. Viennent ensuite l'Amérique du Nord à plus de 15%, puis après l'Asie et le Proche et Moyen-Orient qui sont sensiblement à 8%, mais alors vraiment là aussi du côté de l'Asie, un démarrage sur ces 3 dernières années de manière assez importante. Bon, ça c'est le côté sociologique, démographique de la chose. Juridiquement maintenant, entre guillemets, à quoi est-ce qu'il faut penser lorsqu'on décide de s'expatrier ? Qu'on y est candidat en tout cas. Alors juridiquement, déjà, ce serait la problématique du régime matrimonial. Mais même avant régime matrimonial, des personnes qui sont pacsées en France. On est donc sur un contrat civil. La première question qu'il faudrait se poser, c'est demain dans mon pays d'expatriation, est-ce que ce contrat civil est visé par le droit de mon pays de résidence fiscale demain, et puis surtout, est-ce que c'est autorisé ? Bon, c'est le cas dans la plupart des pays occidentaux, mais ça doit être une vraie première bonne question, en réalité. Puis après, la deuxième question qu'on se posera, si l'on est marié, c'est que se passe-t-il demain pour mon régime matrimonial ? Peut-il y avoir changement ou pas ? Ça peut arriver, on pourra en parler rapidement, mais que se passe-t-il du côté du régime matrimonial ? En réalité, on doit ici très rapidement mettre en place soit un contrat de mariage, c'est dans ce cas-là le contrat qui va s'appliquer de manière pérenne, quel que soit mon lieu de vie par la suite, ou alors je dois faire une déclaration de loi applicable auprès du consulat ou auprès d'un notaire si je reviens en France lors de vacances, par exemple. Parce que sinon, ce régime matrimonial pourrait être, entre guillemets, changé d'office ou... Absolument, il pourrait changer. Et là, la plupart ne le savent pas. Ah ouais. C'est-à-dire que si je me marie en régime légal, on le sait, on en a déjà parlé, 83% des Français se marient en régime légal. Donc, il y a des contrats de mariage, sans contrat. Bon. Si je pars avec mon épouse et mes enfants vivre à l'étranger, je pourrais, au bout d'un certain temps, me retrouver marié automatiquement, sans que je le souhaite, sous le régime légal de mon pays de résidence. Imaginons que je parte sur la côte est des États-Unis, au bout de 10 ans et un jour, par exemple, je passerai d'un régime de communauté à un régime de séparation de biens. C'est donc pas du tout les mêmes incidences en matière patrimoniale, tout de même. Bon. Donc attention à ça. Autre point juridique ? Oui, autre point juridique qui est pleinement applicable en réalité depuis une bonne année. Là aussi, c'est vraiment du juridique, mais c'est de se dire, demain, admettons, je vis au Japon. Cette fois-ci, je suis marié avec une femme japonaise, j'ai des enfants binationaux. Que se passe-t-il si malheureusement je viens à décéder au Japon ? Ce qu'il se passe aujourd'hui, si je viens à décéder au Japon et que je n'ai pas opté pour quoi que ce soit, ma succession va être réglée par le droit nippon.
Je vous avoue que pour ma part, je ne parle pas japonais couramment et que je ne comprends pas trop le droit nippon. Ça veut donc dire plus sérieusement que si je suis expatrié, je peux aujourd'hui choisir ma loi de nationalité pour me dire si jamais demain il y a un accident, c'est au moins le droit français qui s'appliquera. Ça, c'est vraiment une chose qui est importante également à avoir en tête. Oui, mais l'épouse, elle est japonaise et les enfants sont binationaux. C'est vrai. Alors là, vous arrivez déjà, je vous vois arriver sur des stratégies. Ouais. Des stratégies de transmission. Soit j'opte pour ma loi de nationalité, ce que je peux faire. Soit je décide de ne pas opter volontairement parce que je me dis, bah tiens, le droit japonais est plutôt protecteur pour mon épouse. Et dans ce cas-là, en n'optant pas, ce sera le droit de mon dernier domicile, donc le japonais, qui s'appliquera. Donc ça veut dire qu'il faut regarder le droit aussi, voilà. D'où l'intérêt de se préparer à l'expatriation. En matière financière, il y a aussi des contraintes ? En matière financière, on a des contraintes. Alors, on a des contraintes notamment sur certains livrets, le LDD, par exemple, livret de développement durable, anciennement Codévi, le livret d'épargne populaire, qui sont automatiquement clôturés lorsque je sors de France. Par contre, mes livrets A, livrets B, livrets bleus, etc., eux, vont pouvoir perdurer. Le PEA ? Le PEA, on a eu un changement. Depuis mars 2012. Avant, dès que je sortais de France, ça entraînait la clôture automatique du PEA. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, sauf si je m'expatrie sur un pays que l'on appelle blacklist, c'est-à-dire un paradis fiscal identifié. Là, c'est clôture du PEA, quoi qu'il arrive. Bon, l'assurance vie, juste pour terminer. L'assurance vie, là aussi, si je suis au cœur des Français, je vais devoir regarder ce qu'il en est en matière de convention fiscale. En réalité, lorsque je m'expatrie sur un plan fiscal, je regarde toujours s'il y a une convention ou pas. Si je n'ai pas de convention, je peux potentiellement être taxé des deux côtés en cas de retrait sur mon contrat d'assurance, et en France et dans mon pays de résidence. Si j'ai une convention fiscale bilatérale, je serai taxé en France, mais ça viendra ensuite diminuer mon impôt étranger dans mon pays de résidence fiscale. Et puis après, j'ai des super conventions où je suis pas du tout taxé en France. Bon, en tout état de cause, ça veut dire qu'on part pas à l'improviste, enfin je veux dire, ça se prépare. On part pas le fleur au fusil, voilà. On regarde 2-3 choses précédemment. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Étienne Guérin, pour Practice, régulièrement à vos côtés, au cœur d'Intégral Placement. Bonne fin de journée. Merci également. À très bientôt.